deuxième partie, les essences actuelles face au changement climatique. Donc dans cette partie, on va s'intéresser aux essences qui sont déjà présentes en Alsace et qui présentent des caractéristiques intéressantes face au changement climatique. Donc ici un peu le déroulé, on va déjà commencer par revenir sur quelques définitions de termes un peu techniques qu'on va utiliser tout au long de ce webinaire notamment. Ensuite, je laisserai la parole à Alexandre Frauenfelder de Cossilval, la coopérative forestière, qui vous présentera ces essences dont je vous parlais juste avant, donc d'aujourd'hui et qu'on espère de demain. Il fera aussi un point sur les essences qui sont présentes aujourd'hui et qui sont sensibles au changement climatique ou il y a d'autres problèmes ont une certaine sensibilité et ne seront peut-être pas toujours adaptés au climat de demain. Et on vous présentera aussi quelques références bibliographiques pour vous aussi pouvoir vous renseigner depuis chez vous. Donc le petit point sur les définitions, donc on va souvent parler d'essences indigènes ou autochtones. Ce sont donc des essences qui sont originaires d'un territoire donné. Donc ici, si on se place sur l'Alsace, on peut donc avoir le tilleul à grande feuille, le châtaignier, le sapin pétinier, le merisier. Ce sont des essences dont l'aire naturelle de répartition. Donc l'Alsace fait partie de l'aire naturelle de répartition de ces essences. Par opposition, les essences exotiques, appelées allochtones, ce sont des essences qui ont été introduites par l'homme dans un nouveau territoire, par exemple l'Alsace, depuis leur aire de distribution naturelle. On peut citer le mélèze d'Europe, le Douglas ou encore le chêne rouge d'Amérique. C'est des termes qu'on va souvent utiliser, donc c'est important de les avoir bien en tête. Je vais donc laisser la parole à Alexandre pour la suite de la présentation. Comme l'a très bien introduit Camille, donc je vais vous présenter quelques essences actuelles et leur vulnérabilité ou non face au changement climatique. Dans un premier temps, je commencerai par présenter les espèces qui, de par leur aire d'origine, leur exigence écologique ou éventuellement des stratégies d'évitement, présente mon potentiel d'avenir dans le contexte du changement climatique. Puis je présenterai dans un deuxième temps quelques essences menacées qui présentent déjà des signes de faiblesse plus ou moins marqués et qui sont d'ores et déjà identifiées comme moins résistantes, mais qu'il ne faut pour autant pas entièrement oublier. On commence par la première essence, le châtaignier. Donc le châtaignier, c'est une essence spontanée autour de la Méditerranée, qui est une région caractérisée par un climat doux avec des gelées peu fréquentes. Le châtaignier est donc une essence adaptée à la chaleur, mais qui les températures très basses et les gelées tardives. Autrement dit, il faudrait éviter son implantation dans tout ce qui est trou à geler. Si on regarde le graphique ci-contre, il nous renseigne un peu que le châtaignier présente une bonne résistance aux stations sèches avec un optimum sur des sols faiblement ou moyennement acides, pour un pH donné entre 4,5 et 6,5. Alors pour les personnes qui sont un peu moins familières avec ce type de représentation, je vais juste rapidement expliquer comment il faut lire et interpréter ce graphique. Chaque essence présente des exigences particulières vis-à-vis des conditions du milieu où elle prospère. C'est ce qu'on appelle l'auto-écologie des espèces, et cette auto-écologie, elle s'articule autour de 3 composantes de la station forestière, à savoir l'exigence en lumière, l'exigence envers le sol, donc qui se traduit par la richesse chimique, la profondeur du sol, la réserve en eau, mais aussi par l'exigence climatique, donc les précipitations, les températures et l'exposition. Pour chaque essence, il est possible de visualiser une partie de ces exigences grâce à l'écogramme, ou le diagramme de répartition de l'espèce, comme vous l'avez présenté à l'écran, qui illustre l'amplitude écologique de l'essence, selon un gradient d'humidité du sol, donc l'approvisionnement en eau, et un gradient d'acidité du sol. Donc c'est le pH qui est un bon proxy pour tout ce qui est nutrition. Alors on peut aussi voir 2 secteurs d'amplitude. Alors en grisé, on a le écologique, donc c'est les conditions dans lesquelles l'essence est en capacité de vivre ou de survivre. Et en gris plus foncé, on a l'optimum de production. Donc c'est les conditions dans lesquelles l'essence est en situation optimale pour la production de bois de qualité. Ce graphique reviendra pour toutes les essences, donc il était important de vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Sur la fiche du châtaignier, on peut aussi lire comme quoi le châtaignier, il a un optimum pour les sols à texture limono-sableuse ou limoneuse bien structurée avec une réserve utile supérieure à 100 mm. Alors pour être sûr que ce soit compréhensible par tout le monde, qu'est-ce que la réserve utile ? Donc c'est la quantité d'eau utilisable dans l'épaisseur de sol prospectable par les racines et qui est déterminée 1 par la profondeur du sol, 2 par la texture du sol et 3 par tout ce qui est éléments grossiers. Donc la charge en cailloux peut réduire un peu le réservoir. Alors le châtaignier, donc comme je disais tout à l'heure, il est adapté à tout ce qui est climat chaud, un peu sensible au froid. Il trouve aussi ses limites sur les sols argileux, compacts, engorgés et surtout les sols carbonatés
Donc, on dit que le châtaignier est intolérant au calcaire actif. Une nouvelle définition, on dit que le calcaire il est actif quand il est capable de libérer des ions calcium dans le sol et présent en grande quantité. Ces ions calcium, ils vont venir bloquer l'assimilation d'autres éléments tels que le fer. La mise en évidence du calcaire actif, c'est assez simple, il suffit de déverser quelques gouttes d'acide chlorhydrique et si votre terre commence à faire effervescence, c'est signe de présence de calcaire actif. Pour en finir avec le châtaignier, on suppose que l'augmentation des températures va permettre d'augmenter aussi l'aire de répartition de l'espèce. Autrement dit, on va pouvoir planter du châtaignier à des plus hautes altitudes. Alors on passe au chêne rouge. Donc le chêne rouge, il est originaire de la moitié est des États-Unis. C'est une région avec des conditions écologiques très variables, mais de manière générale, on va la qualifier plutôt avec des hivers rudes et des étés chauds. L'écogramme nous renseigne sur le fait que le chêne rouge est une essence acidiphile et calcifuge, donc encore une fois, elle fuit le calcaire actif, qui exige des sols bien alimentés en eau, donc plutôt profonds avec une bonne réserve utile, mais sans excès ou stagnation. C'est une essence qui résiste mieux à la sécheresse que le chêne sessile et surtout que le chêne pédonculé, grâce notamment à une régulation de la transpiration très précoce ou un arroisonnement très développé. Comme le châtaignier, le chêne rouge est sensible aux gelées tardives et à la neige. Par ailleurs, c'est une essence qui est très phototrope et elle va suivre la lumière, ce qui entraîne parfois des déformations. Je finirai par dire que c'est une essence qui est très sensible aux dégâts de gibier. J'ai oublié de le dire aussi pour le châtaignier et en particulier tout ce qui est abrutissement éphrotique. Donc le chêne sessile, c'est une espèce qui est indigène en Europe centrale. On la trouve partout en Europe. Elle a une très large amplitude écologique, comme on peut le voir sur l'écogramme. On la trouve aussi bien en contexte calcicole qu'acidiphile, mais préférence pour les contextes non carbonatés quand même. Donc on va dire qu'on la trouve sur des pH entre 4,5 et des neutres. On la trouve aussi bien en plaine qu'en montagne, alors avec une limite quand même d'altitude. Alors bon, la fiche elle donne une limite à 1400 mètres d'altitude. On va dire que souvent au-delà de 800 mètres d'altitude, c'est quand même le hêtre qui avait tendance à prendre le dessus jusqu'à présent. Le chêne sessile, il supporte les sols secs en été et tolère l'engorgement temporaire hivernal. Il supporte aussi les fortes chaleurs. Par contre, il est assez sensible aux gelées tardives, notamment dans tout ce qui est implantation en ballon froid et les trous à geler. Il a par ailleurs une très forte attractivité vis-à-vis de la faune sauvage. Pour résumer, pour le chêne, sa grande plasticité écologique et son enracinement très puissant en font un bon candidat pour faire face au changement climatique. Les érables, alors présentation des deux essences, donc sycomore et plane. Alors le sycomore, il est originaire du nord de l'Espagne jusqu'au Caucase, tandis que le plane, on le retrouve plutôt des Pyrénées jusqu'à l'Oural. C'est deux espèces au comportement relativement proche. Deux ont un enracinement plutôt puissant. Ils sont tous les deux sensibles à l'abrutissement et à l'écorçage. Alors, des petites variantes quand même, puisque le sycomore est exigeant en termes d'humidité atmosphérique et nécessite un bon approvisionnement en eau dans le sol. Il tolère moins bien la sécheresse que l'érable plane. Autrement dit, une augmentation de la fréquence des sécheresses pourrait fragiliser l'érable sycomore dans les prochaines années. Il est par ailleurs très tolérant aux conditions climatiques difficiles telles que les gelées, le grand froid, la neige, le givre, mais il reste quand même assez sensible aux chaleurs extrêmes. Pour ce qui est de l'érable plane, comme je le disais tout à l'heure, il a une meilleure résistance aux sécheresses que le sycomore et il a besoin de chaleur estivale. C'est l'érable qui a le meilleur potentiel d'avenir dans le contexte de changement. Donc je voulais pas faire un catalogue de toutes les essences possibles et envisageables. C'est pourquoi je me suis concentré un peu sur les principales, mais on peut en lister d'autres. Donc le merisier notamment, qui dans le cas d'une augmentation de la fréquence des sécheresses estivales pourrait fragiliser les merisiers, notamment sur les stations limitantes d'un point de vue de la réserve en eau. Par ailleurs, une augmentation des précipitations pourrait aggraver l'engorgement des stations mal drainées, ce qui est particulièrement néfaste à cette essence. De même, l'élévation de la température pourrait favoriser sa croissance en allongeant la période de végétation. Il faut toutefois faire attention, puisque si on a une floraison plus précoce, on a également des risques de gelée tardive. Autrement dit, en ce qui concerne le merisier, le changement climatique pourrait favoriser cette espèce, mais que sur les stations optimales. Si on passe maintenant aux essences résineuses. Donc le Douglas, c'est l'espèce qui surclasse bon nombre d'essences aujourd'hui en termes de productivité. Elle est originaire de la côte ouest des États-Unis, une région avec une large amplitude géographique et écologique. Le Douglas, comme on peut le voir sur le graphique, est assez sensible à l'engorgement. Il est par ailleurs calcifuge, il n'aime pas le calcaire actif. Il est assez exigeant en eau, puisqu'il lui faudrait au moins 700 mm de pluviosité annuelle. Alors il faut quand même faire attention, parce que quand on parle de pluviosité annuelle, il y a deux facteurs à prendre en compte. C'est la répartition sur toute l'année et la quantité d'eau répartie sur l'ensemble de l'année. En ce qui concerne la sécheresse, le Douglas est capable de transpirer, de photosynthétiser à des potentiels hydriques faibles. Il peut ainsi poursuivre sa croissance lors de sécheresses modérées. Par ailleurs, certaines provenances du sud des États-Unis présentent un débourrement plus précoce. Donc c'est une stratégie d'évitement.
pour produire des jeunes pousses alors que l'eau n'est pas encore limitante. Dans ce cas-là, attention quand même aux gelées tardives. Par ailleurs, le Douglas est déjà une naissance qui présente des sensibilités, notamment sanitaires, surtout dans le jeune âge. Je pense notamment au problème de rouille suisse. Donc c'est un champignon qui attend les aiguilles de l'année précédente, qui va entraîner la chute des aiguilles de l'année précédente. On peut aussi citer les cécidomies, donc c'est des mouches qui pondent dans les aiguilles de l'année et qui, pareil, à terme, les aiguilles vont finir par tomber et on va se retrouver avec des Douglas plutôt bien dégarnis. Par ailleurs, le Douglas est très sensible à l'abrutissement, à l'écorçage et au frottis. Pour ce qui est toujours du Douglas, on avait pour habitude de dire qu'il se plante plutôt au printemps et non à l'automne à cause de la neige. Ce qu'on a pu voir ces dernières années, c'est que les sécheresses printanières ne lui font finalement pas du bien non plus. Le mélèze d'Europe, donc en France, son aire naturelle, c'est les Alpes. Autrement, on le trouve aussi dans les Carpates et dans les plaines polonaises. C'est une naissance rustique, adaptée au climat montagnard ou semi-continental. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude de parler de de climat semi-continental, donc marqué par des étés chauds et des hivers relativement rudes. Le mélèze ne craint pas le froid et s'accommode à des variations de température importantes et brusques. C'est une naissance qui s'accommode d'une large gamme de conditions de richesse de sol, comme le montre le graphique, des plus acides aux plus calcaires. D'ailleurs, il a été introduit aussi bien dans les Vosges que sur les plateaux calcaires du nord-est, que dans le Massif central ou encore dans les Pyrénées. Il a néanmoins une préférence pour les milieux secs. Attention toutefois au sol qui se dessèche fortement en été et pour les milieux ensoleillés. Il est d'ailleurs très exigeant en lumière et redoute la concurrence. Il a par ailleurs un enracinement profond et une bonne résistance à la cavitation. Donc la cavitation, c'est quand vous avez une petite bulle d'air qui va être intégrée au niveau des vaisseaux transporteurs de sève et ce qui lui confère une bonne résistance à la chaleur et à la sécheresse. Il ne porte pas l'engorgement ni les sols trop compactés. On pourrait juste encore citer deux autres essences de mélèze. Donc il y a le mélèze du Japon, mais c'est une espèce qui est très sensible à la sécheresse et à la neige, donc pas du tout adaptée au contexte de changement climatique. Après, on a aussi le mélèze hybride, dont la productivité est supérieure. J'aurais tendance à dire quand même attention au risque de flandement, étant donné qu'il fait des accroissements annuels un peu plus grands, il a parfois du mal à se tenir et à se plier. Et il est aussi certainement un peu sensible à la sécheresse. Le pin sylvestre. Alors c'est une espèce eurasiatique, donc on la trouve aussi bien en Asie qu'en Europe. C'est une espèce qui est dite ubiquiste, c'est-à-dire qui se développe dans les milieux écologiques très différents, comme on peut le voir sur le graphique, avec l'acidité, l'hydromorphie, la pauvreté en éléments minéraux, supporte les sols calciques, l'engorgement temporaire, enfin voilà, on pourrait mettre du pin sylvestre partout, ou quasiment. Il supporte bien les grands froids hivernaux ainsi que les gels le printemps, grâce notamment à un débourrement tardif. Il est ou il peut être sensible quand même à tout ce qui est neige lourde, ainsi qu'à la sécheresse estivale. On aurait pu citer aussi d'autres espèces de pins, de Palariciote de Corse et de Calabre aussi, mais ils seront présentés un peu plus tard. On passe maintenant aux essences d'aujourd'hui qui sont sensibles au changement climatique ou à d'autres facteurs, et à commencer par l'épicéa. Donc c'est une essence d'origine boréo-montagnarde. On le retrouve dans les domaines nordiques, Finlande, Suède, les domaines alpins et les Carpates. C'est une espèce caractéristique de l'étage montagnard, mais qui a été introduite en plaine, où elle souffre désormais de la sécheresse, de problèmes de nutrition minérale et d'enracinement en profondeur sur les sols présentant des excès d'eau. Il est très résistant au froid et peu sensible aux gelées tardives et il apprécie les climats humides, une pluviosité supérieure à 1000 mm de pluie par an. Je suis pas certain qu'on aura encore beaucoup de zones à l'heure actuelle où on aura autant de pluie. Par ailleurs, ses surfaces sont en nette régression ces 20 dernières années, notamment à cause de sa sensibilité aux aléas climatiques, donc la sécheresse et les tempêtes, mais aussi pour les problèmes sanitaires qu'on connaît aujourd'hui avec les attaques de scolie. Pour autant, c'est une essence qui a encore sa place au-delà de 800 mètres d'altitude et qui est donc pas entièrement enterrée. Le sapin pectiné est originaire des montagnes d'Europe centrale. Donc c'est donc une essence montagnarde typique qui trouve son optimum dans l'étage montagnard et qui présente une large amplitude écologique, encore une fois. Il exige une humidité de l'air élevée et constante et des précipitations relativement abondantes. Il apprécie particulièrement les versions frais de montagne. Il est par ailleurs peu sensible au froid hivernal, voire des températures jusqu'à moins 30 degrés, mais il craint quand même un peu les gelées tardives. Il est très sensible à la sécheresse, aussi bien de l'air que du sol, et peu tolérant aux canicules. C'est pourquoi il est réservé à l'étage montagnard moyen et plus particulièrement aux versants frais. C'est par ailleurs une essence qui est très abrutie par la faune sauvage. L'essence feuillue qui présente aujourd'hui des limites, donc c'est le frêne, une essence relativement spontanée en Europe, mais qui souffre aujourd'hui plus d'un
problème pathologique que du changement climatique, à savoir la calarose. Néanmoins, ça reste une essence qui est par ailleurs très intolérante aux sécheresses, donc ça aurait été, quoi qu'il en soit, un mauvais candidat pour le futur. Je terminerai par le hêtre, espèce originaire d'Europe occidentale, qui est typique des climats pluvieux et à forte humidité atmosphérique. C'est donc une essence majeure de l'étage montagnard. Elle est sensible aux gelées tardives, notamment en plaine en raison d'un débourrement précoce. Le hêtre est sensible à la sécheresse printanière, même si doté d'une certaine capacité de récupération après un stress hydrique. Son enracinement relativement superficiel, notamment en présence de dalles calcaires ou d'horizons compactés ou hydromorphes, ne fait qu'augmenter sa sensibilité à la sécheresse, qu'augmenter les risques de chablis. Donc, quelques références. Donc vous trouverez plus d'informations sur le site du ministère de l'Agriculture. Vous pouvez aussi aller voir du côté de nos voisins belges qui ont réalisé des fiches essence relativement transposables à l'Alsace. Quelques liens utiles. Et je finirai mon discours par dire que lorsqu'on s'intéresse à la vulnérabilité d'une espèce face au changement climatique, il est important de prendre en compte, et j'ai évoqué ces composantes plusieurs fois, donc il faut à la fois s'intéresser à l'aire de distribution naturelle de l'essence, à ses exigences écologiques, prendre en compte différents éléments stationnels tels que le pH, la profondeur de sol, la texture, la présence d'éléments grossiers qui permettent notamment de déterminer la réserve utile, prendre en considération le relief qui modifie localement les effets du climat, donc la topographie, l'exposition, qui a une influence à la fois sur la température, sur la disponibilité en eau, et puis qui pourra également varier en fonction des vents dominants. Donc voilà, tout ça pour dire qu'un peuplement forestier situé dans une station adaptée aux exigences de l'espèce et géré selon les préconisations des guides de sylviculture présentera une moindre vulnérabilité face aux contraintes climatiques, mais également face à certains aléas sanitaires. Avant tout reboisement, il est donc primordial de faire un bon diagnostic stationnel et de réfléchir à l'itinéraire de renouvellement. Donc, on mettra des plans racines nues ou en motte. Quel type de moyens de protection contre le gibier on pourra utiliser? Est-ce que l'espèce est sensible à certains pathogènes et est-ce que c'est possible de les traiter? Est-ce que le terrain nécessite une préparation du sol? Et ensuite, on pourra aussi raisonner sur les entretiens durant les premières années. Est-ce qu'on intervient relativement rapidement en début de saison ou est-ce qu'on laisse un peu de végétation accompagnatrice qui protégera les plants des coups de soleil? Merci pour cette intervention, Alexandre. Merci à Camille aussi. C'est une question de Monsieur Humbert qui nous demande: que pensez-vous des plantations mélangées pour limiter le risque ou jouer sur la complémentarité entre feuillus ou feuillus et conifères? Que j'en pense des mélanges, oui, effectivement. Je pense qu'à terme, on n'aura de toute manière pas le choix. Étant donné que je suis plutôt partisan d'éviter de mettre tous les œufs dans le même panier. Donc pour éviter de retrouver les mêmes problèmes qu'on a eu avec les épicéas scolytés, où on se retrouve à mettre à nu un certain nombre de peuplements. C'est sûr que ça sera à terme et même à très court terme une solution très 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 intéressante. Après, je dois vous avouer qu'à l'heure actuelle, on connaît des mélanges qui fonctionnent bien. On a encore des choses à apprendre sur certains autres mélanges, notamment en ce qui concerne les nouvelles essences. Pour compléter aussi plus sur les mélanges donc mixtes, essences résineuses et essences feuillues, c'est pas pour faire ma publicité, mais mon stage de fin d'études était exactement sur ce sujet-là. Donc, comment réussir à associer les résineux et les feuillus, ou plutôt dans le cadre de plantation, et quel résineux, quel feuillu associer, et avec toute cette dynamique de changement climatique qui rajoute aussi une couche. Donc c'est vrai que c'est pas simple, il n'y a pas eu tant d'études que ça, donc que ce soit des études plutôt recherche fondamentale sur le sujet. Il y a, avec certaines essences, il y a eu quand même des programmes suivis, par exemple en forêt domaniale d'Orléans, le mélange chêne, Cécile et pin sylvestre qui a beaucoup été suivi. Mais voilà, en recherche fondamentale, il y a peu d'études, et même en recherche appliquée, c'est souvent des propriétaires, des gestionnaires qui ont voulu tenter des expériences et qui sont pas forcément suivies ou alors qui sont pas répertoriées. Mais voilà, il y a des possibilités, et c'est sûr que les résineux et les feuillus, ils ont pas forcément les mêmes dynamiques et rythmes de croissance. Il faut aussi beaucoup réfléchir à l'agencement des plantations, bandes, lignes, damiers, enfin il y a beaucoup de possibilités. Et c'est tout à fait possible. Et c'est un sujet qui est intéressant et qui mérite qu'on s'y intéresse aussi.